Frédéric Valtou, vous êtes le président de la FHF, la Fédération Hospitalière de France, et vous êtes donc le grand organisateur de Paris Healthcare Week, là où nous sommes. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions FHP Direct. C'est un succès cette année, cette nouvelle édition de la Paris Health Week, anciennement Hôpital Expo. On va attendre demain soir, mais a priori oui. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'exposants que cette année. Et si j'en juge par l'affluence aujourd'hui dans les allées, je pense qu'on va aussi avoir une affluence record constatée sur les 3 jours, malgré la grève SNCF qui nous a pénalisé hier. Mais on est bien parti pour avoir 30 000, aux alentours de 30 000 visiteurs. Et avec 800 exposants, on franchit encore un cap cette année en taille et en nombre d'exposants. Quel est l'objectif principal de la Paris Healthcare Week? C'est que les gens se rencontrent, c'est de défendre une idée, c'est quoi? Oui, alors c'est d'abord un événement qui permet effectivement d'être une vitrine des savoir-faire français ou européens en matière industrielle, en matière de process divers et variés, donc en accompagnement des établissements. C'est aussi un lieu de rencontre pour les professionnels parce qu'il y a énormément de conférences organisées pour échanger, pour valoriser les bonnes pratiques, pour se tenir informé. Et puis après, il y a tout l'aspect réseau, networking, qui permet à chacun de se remettre à jour, si on peut dire ça comme ça, de se remettre à jour de ses connaissances, de ce qui se passe dans le secteur de la santé. C'est quand même le plus gros salon en France sur la santé, le deuxième en Europe, l'un des principaux aussi au monde, finalement. On est sans doute dans les 10 premiers. Donc oui, ça prend progressivement une place importante. Et alors, c'est une vitrine pour la France. Est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs, de participants étrangers? Il y en a quelques-uns, je n'ai pas les chiffres à peu près en général. Mais il y a des visiteurs étrangers. Il y a pas mal de... Ce matin, j'étais avec une délégation hongroise, donc d'entrepreneurs hongrois, autour de l'ambassadeur de Hongrie à Paris qui était là, emmené par la Chambre de commerce. On travaille beaucoup avec des partenaires BPI, Chambre de commerce aussi, qui font venir des délégations étrangères qui viennent pour rencontrer des industriels, rencontrer des établissements hospitaliers. Donc oui, il y a vraiment un brassage économique important ici pendant 3 jours à la Paris Healthcare Week. Et alors, c'est organisé par la Fédération Hospitalière de France, donc les hôpitaux publics. Est-ce qu'on ne parle que d'hôpital public ou justement vous essayez de casser les cloisons et faire en sorte que les médecins de ville, les médecins généralistes soient associés? Est-ce qu'il y a beaucoup de médecins et des libéraux qui viennent? On invite tout le monde. Il faut savoir que parallèlement à la Paris Healthcare Week, parallèlement à cet événement ici, il y a le salon infirmier qui est là aussi. Donc on a aussi les personnels, les étudiants. On a aussi beaucoup d'intervenants qui ne sont pas tous concentrés sur le sujet de l'hôpital. Non, c'est vraiment un lieu de rencontre du monde de la santé, point. Et le monde de la santé, il est divers, c'est pluriel. C'est pas à vous que je vais l'expliquer. Et le monde libéral est là aussi ou... Le monde libéral peut venir, est là, il participe aux conférences, on les invite, ils viennent. Est-ce que maintenant, dans les personnes qui sont dans les allées, il y a des médecins libéraux? J'en sais rien. Par contre, des entreprises, des entrepreneurs qui vendent des solutions au monde libéral, il y en a plein. Et ici, c'est blindé de ça. Donc oui, c'est vraiment un grand lieu de brassage. Alors, dans votre discours introductif avec la ministre de la Santé hier, on a l'impression que c'est un discours que vous aviez pu tenir il y a 2 ans, il y a 3 ans. On a je me répète, c'est ça. Non, ça veut dire que les choses... Je radote en fait. Non, mais vous avez raison d'insister parce qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas tellement. On a été un peu déçus par le discours de la ministre qui n'a pas fait d'annonce. Mais c'est vrai qu'on attend les annonces du président de la République. Le problème des urgences, le problème de la simplification. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics pour que réellement il y ait une vraie crise à l'hôpital, une crise des soignants, crise des gens hospitalisés aux urgences et ailleurs? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça avance? Alors, d'abord, il faut se rappeler qu'on sort d'un quinquennat blanc. On sort d'un quinquennat où on a eu beaucoup de promesses et de perspectives d'engager des réformes qu'on n'a pas faites. Et pourtant, vous avez adhéré au groupement hospitalier territoire. Oui, bien sûr. Je n'ai pas dit qu'il ne se passait absolument rien, mais sur les réformes de fond, sur le financement, sur les économies à travers la régulation par la pertinence, sur tous ces sujets-là, on n'a pas avancé d'un millimètre. Donc là, il y a un nouveau gouvernement depuis 1 an, et c'est vrai qu'on a tout de suite mis sur la table à nouveau les sujets que l'on portait. Et on est dans un calendrier, effectivement, où on attend un discours du président de la République lui-même, en tout cas, c'est Emmanuel Macron l'a annoncé comme ça, courant juin, qui va donner des priorités, en tout cas donner des pistes de sa vision de ce que doit être le secteur de santé dans les années qui viennent. Donc on se situe, nous, dans ce calendrier. Donc peut-être vous avez l'impression qu'on répète nos propositions parce qu'on est dans un calendrier où les pouvoirs publics attendent de nous, le gouvernement attend de nous qu'on remette à jour les propositions qu'on porte. Et les propositions qu'on porte, c'est
elles sont toujours de la même veine. C'est-à-dire que remettre l'hôpital à sa juste place, ça veut dire donner des outils pour oxygéner le système, pour débureaucratiser, pour libérer un peu les énergies, pour favoriser les coopérations au niveau des territoires et permettre aussi à l'hôpital d'organiser autour de lui, en concertation et en coopération avec les acteurs du territoire, beaucoup plus de passerelles qu'on en a aujourd'hui, parce que l'enjeu le plus important aujourd'hui qui est posé à notre système de santé, c'est l'accès aux soins. Les Français le vivent tous les jours et ils le disent, ils ont de plus en plus de mal et ils ont le sentiment que dans les années qui viennent, la situation ne va ne faire qu'empirer. Ils ont de plus en plus de mal à accéder aux soins, à accéder à un rendez-vous. Il y a la barrière, effectivement, du temps pour arriver à toucher un soignant. Il y a aussi la barrière économique qui joue de plus en plus. Donc tous ces sujets, l'accès aux soins, il est prégnant. Donc comment nous, professionnels, on s'organise, public, privé, libéraux, médecine de ville, médecine hospitalière, alors justement, prenons l'exemple, celui des urgences, qui est le plus emblématique. Est-ce que vous pensez que la principale cause de l'engorgement des urgences, c'est parce qu'il y a une carence autour de vous, une carence des soins non programmés en médecine de ville? Est-ce que c'est ça le principal problème et comment le résoudre? Écoutez, il y a un rapport parlementaire qui est sorti il y a quelques jours qui a repris des chiffres du ministère de la Santé, qui expliquait que 43% effectivement, des passages aux urgences aurait pu être pris par la médecine ambulatoire, par la médecine de ville. C'est quand même quasiment la moitié, c'était énorme. On voit bien là qu'il y a l'engorgement aux urgences, il naît aussi de la carence de la réponse de la médecine de ville. Donc il ne faut pas stigmatiser la médecine de ville, il faut s'interroger de pourquoi cette situation, et quelque part, pourquoi en France on n'a jamais eu autant de médecins inscrits à l'ordre des médecins et aussi peu de médecins qui soignent réellement. Il y a quand même des paradoxes français. Et donc il y a un certain nombre de clés de déverrouillage à lever pour permettre effectivement de donner plus de fluidité, et puis aussi pour rappeler à tous, parce que qu'on soit médecin libéral ou qu'on soit médecin hospitalier ou médecin en clinique, on porte aussi une responsabilité vis-à-vis de la nation, vis-à-vis des patients, vis-à-vis des Français. Et cette responsabilité-là, c'est d'offrir le meilleur soin, le plus accessible et le meilleur. Au niveau du management de l'hôpital, vous demandez plus d'autonomie, plus de responsabilisation pour les directeurs. Est-ce que vous pensez souplesse, de gestion. Est-ce que les directeurs y sont prêts? Bien sûr, ils sont prêts. Tous? Bien sûr. Bien sûr, ils ne sont pas plus idiots que les autres. Donc ils sont prêts effectivement à prendre des responsabilités et à les assumer. Et c'est vrai que ce serait appréciable d'être dans un système qui sorte un peu de son aspect beaucoup trop bureaucratique et finalement pointilliste et pointilleux et suspicieux, pour avoir une approche d'un secteur de la santé qui restera. C'est une compétence d'État, un secteur où la régulation administrative sera toujours importante, mais une régulation administrative, ça peut être aussi une régulation qui fasse confiance aux acteurs de terrain, et puis après, à partir d'objectifs clairs, et puis après, on regarde si les objectifs sont tenus ou pas, plutôt qu'avoir des directeurs d'hôpitaux qui, avant de faire adopter leur budget, sont obligés d'aller demander au directeur de l'ARS s'il est d'accord avec ce qu'il y a dans le budget, et comment, etc., ce qui est totalement infantilisant. Et aujourd'hui, on a un système qui infantilise les acteurs locaux, alors que demain, il faudrait bâtir un système qui, au contraire, les responsabilise. Mais qui dit responsabilité, dit effectivement être capable d'être évalué, jugé, sanctionné. Et quelque part sanctionné ou valorisé. Le président de la République va s'exprimer prochainement sur son plan de transformation du système de santé. Pour conclure, qu'est-ce que vous attendez? Quel est le plus important pour que cette transformation du système de santé, compte tenu des transitions épidémiologiques et toutes les problématiques, D'abord sur l'état d'esprit, j'attends de l'audace et du volontarisme. Je l'ai dit hier à la ministre. Ça, on peut lui faire confiance. Peut-être, j'en sais rien, on verra. Audace et volontarisme. Volontarisme parce que le champ de la santé, c'est un champ traversé par de nombreux conservatismes, et qu'on sait bien que toucher à des éléments de régulation, c'est toucher à la rémunération des uns ou des autres. Et à partir de là, ça va créer des crispations, mais si ils portent des solutions audacieuses, ça va falloir qu'ils soient suffisamment volontaires pour tenir. Et puis l'autre écueil qu'il faudrait absolument éviter, c'est de renvoyer à plus tard des réponses qui aujourd'hui nécessitent d'être immédiates. Quand je dis immédiates, le temps que les choses se mettent en place, mais de surtout pas renvoyer à 2019, 2020, 2021. Par exemple, les réformes du financement, la régulation par la lutte contre les actes inutiles, etc. Enfin, tout ça doit trouver des aspects très concrets, très vite, parce que sinon, on a aujourd'hui un système de santé qui est malgré tout traversé de nombreuses tensions, pas qu'à l'hôpital, et que si on ne porte pas aujourd'hui de solutions immédiates, ou au moins des débuts de solutions immédiates qui montrent qu'il y a un mouvement, une direction, eh bien on va épuiser définitivement les acteurs,
et on poussera sans doute les hospitaliers à descendre dans la rue, ce qu'ils n'ont absolument pas envie de faire, mais on ne peut pas laisser la situation telle qu'elle. Merci Frédéric Voilà. Martou. Merci beaucoup.